Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux et à celles, allez je le dis dans l'autre sens, c'est mieux, à celles et ceux qui viennent de se connecter. C'est Valérie, c'est Cathy, c'est Mathieu, François, Lorraine, Nathalie, Nat, Nicolas, Anne, Rémi, Locochois et d'autres encore qui vont venir. On est heureux de vous retrouver avec Thierry Rabillet. Bonjour Thierry, rédacteur en chef de Paris-Normandie, avec Anthony Quindroy, journaliste résident de Lignes Ouvertes sur le plateau de Pen TV. Bonjour, aujourd'hui des invités qu'on est très heureux de mettre à votre disposition, si je puis dire, parce que vous allez pouvoir commenter, vous allez pouvoir les questionner. On va parler économie, mais économie simple, économie pratique, avec l'économiste que vous voyez assez souvent sur les chaînes de télévision nationales, Nicolas Bouzou. Nous serons également pour toute la filière agroalimentaire avec le journaliste et critique gastronomique Perico Légas. Et ça vous fait plaisir, Anthony, je le sais. Et nous aurons, alors restez bien avec nous, parce que là, on est très heureux, on l'a raté hier pour des problèmes de connexion. Nous aurons Philippe Manœuvre, le célèbre journaliste rock pendant 24 ans, rédacteur en chef du journal bien connu Les Inrecuptibles, et puis critique, auteur de bande dessinée, ça vous plaît aussi, oui, ça tout à fait, oui. Il y a plein de choses qui me plaisent dans ce programme. Et animateur de radio, animateur de télévision, voilà, c'est pour tout ça pour le 21e numéro de Lignes Ouvertes avec vous tous. La une de Paris-Normandie avec Thierry Rabillet, les sacrifiés du 11 mai. Oui, il ne faut pas oublier dans les annonces d'Emmanuel Macron, effectivement, le confinement continue jusqu'au 11 mai. Il a parlé d'une reprise progressive, notamment des crèches, des écoles, jusqu'au lycée. Et il a parlé aussi des restrictions qui seront toujours en cours après le 11 mai. Et donc toute la partie, on va dire, activité ludique, touristique, les hôtels, les bars, les restaurants, les cinémas et tous les événements qui sont susceptibles de regrouper des centaines ou des milliers de personnes. Donc il y a un impact très fort sur cette activité-là. Et on sait très bien que les mois de mai, juin, juillet, août sont des mois qui sont très riches en événements. Et donc c'est la grise mine chez tous les professionnels du tourisme, de l'événementiel et aussi tous les bars, les restaurants qui sont obligés de se préparer à une fermeture au-delà du 11 mai. Et on sait très bien que ce sont des gens, des petites structures avec très peu d'employés. Donc effectivement, l'impact après sur l'économie, sur la liquidation potentielle judiciaire de cette petite unité, ça sera moins visible que des grands groupes, qu'un grand groupe comme Michelin, grand groupe comme Danone, qu'un grand groupe comme Renault ou Peugeot, là on sait que c'est des milliers, des centaines de milliers d'emplois à l'échelle française et ensuite européenne et mondiale. Donc tous ces gens-là, on s'est intéressé à eux aujourd'hui et pour essayer de comprendre leurs états d'âme. Ils n'ont pas forcément compris les mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron. Il était important aujourd'hui de leur donner la parole et de les consulter. Et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup des festivals, mais on parle un peu moins de tout ce qui est foire à tout, qui risque d'être annulé. Enfin, toute la vie associative aussi qui va en pâtir. Donc voilà, pour l'instant, il y a un grand flou aussi autour de toutes ces animations-là. Beaucoup d'associations, en plus beaucoup d'animations qui sont portées par des bénévoles. Il ne faut pas oublier qu'il y a des structures qui sont très professionnelles. On a parlé des grands festivals, les Eurocaines à Belfort, les Vieilles Charrues, les Francopholies à La Rochelle qu'on connaît, le festival de Beauregard du côté de Caen, le Rock in Évreux à Évreux. Ça, c'est des grosses structures mais derrière, souvent, il y a aussi beaucoup de bénévoles. Ce sont des associations qui portent ça depuis des années, parfois des décennies. Et donc derrière, c'est des gens qui sont fragiles. Et après, une annulation en 2020 ne dit pas forcément poursuite de l'activité en 2021. C'est pas comme le Tour de France qui a déjà trouvé une solution, qui a permis avec le calendrier international de redonner des dates, de proposer un Tour de France du 29 août jusqu'au 20 septembre. On est sur une autre dimension. Et là, derrière tous ces événements que les gens ont l'habitude de vivre, risquent de disparaître ad vitam aeternam. Alors, question justement tout de suite qui nous arrive. Je vous la pose, je vous la restitue. Quand les hôtels, d'après vous, et les restaurants pourront-ils rouvrir ? Alors là, c'est la bouteille à l'encre. Ici, on n'est pas chez Madame Irma, voilà. Donc on ne va pas faire de on le dit régulièrement. On le dit régulièrement, mais franchement, le gouvernement, hier, sur les échanges qu'on a pu avoir en dehors des communiqués officiels, des prises de parole officielles, les échanges que j'ai pu avoir personnellement avec des gens proches de l'Élysée, ils nous ont annoncé que sous quinzaine, on aurait les détails du déconfinement, donc sous quinzaine. Donc effectivement, le gouvernement
On va dire d'Édouard d'ici fin avril. Voilà, le gouvernement d'Édouard Philippe est à la tâche, selon l'expression consacrée. Et d'ici une quinzaine de jours, on va voir apparaître des précisions concernant les mesures qui seront prises pour déconfiner. Quelles seront notamment pour les restaurants, quelle est leur perspective. Moi, aujourd'hui, avec Anthony, on va se refuser à faire toute projection, tout pronostic. Et ce serait vraiment induire d'erreur les auditeurs et aussi les professionnels. Non, mais du effectivement, secteur. quand on restitue comme ça ces questions-là, c'est simplement. C'est Exactement. prétexte aussi à vous donner un certain nombre d'éléments complémentaires. Et ça permet aussi à nos auditeurs de comprendre comment on travaille aussi. Oui. Et puis aujourd'hui, effectivement, donner une date de réouverture d'hôtels, bars, restaurants. Effectivement, il fait très beau. Quand on sort une fois par jour en ville pour aller chercher un petit peu son alimentation nécessaire, on aurait envie de rester en terrasse de café. On voit les cafés fermés. On se dit c'est dommage, on pourrait prendre des cafés avec des amis, avec la famille. Ça serait très agréable de passer du bon temps comme ça au soleil. Mais effectivement, c'est pas possible. Et ce sera sûrement pas possible après le 11 mai et peut-être jusqu'à mi-juillet. Messieurs, savez-vous que c'est l'anniversaire de Catherine ? C'est vrai. Eh bien oui. Eh bien, Catherine. Bon anniversaire, Catherine. Bon anniversaire, Catherine, qui est dans le pays de Caux. Et j'en profite pour souhaiter bon anniversaire aussi à Laurence, une amie qui est lointaine, mais si elle nous écoute ce matin. Allez, c'est les messages personnels, là, c'est parti. C'est Sylvain qui a lancé l'opération anniversaire. Alors allons-y. Ben voilà, écoutez, c'est sympa. Rémi Le Cauchois, que j'ai cité tout à l'heure dans les premiers connectés, voudrait intervenir sur l'antenne. Eh bien, c'est pas compliqué. Rémi, regardez, en bas de l'écran, on va vous faire apparaître le numéro de téléphone auquel vous composez. Voilà, le numéro s'affiche 0235 14 57 55. Rémi et d'autres aussi, vous composez ce numéro si vous avez des informations à nous donner et des envies de passer à l'antenne avec beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on est avec Marc Braun, notre journaliste économique ? On l'a aperçu dans les couloirs de Paris-Normandie dans la matinée pour tout Est-ce vous dire. qu'il est là, Marc les Braun ? Non, il est reparti dans l'heure dans son petit village. Il n'est pas encore là. Messieurs, on détaille un peu le contenu de Paris-Normandie aujourd'hui dans cette édition du mercredi 15 avril. Donc comme effectivement, il y a une partie sur les annulations de festivals. Donc il y a plein de choses qui vont disparaître du calendrier habituel. On pense notamment dans l'agglo de Rouen au Festival Vivacité, un festival de rue qui est un des plus grands de France. Donc avec des compagnies, c'est gratuit en plus. Donc ça a attiré des milliers de personnes. En juin, il y a Rock in Évreux, le festival de rock qui était devenu aussi un festival de musique actuelle qui disparaît. Alors le aussi. SOS du secteur, c'était le tourisme, Thierry, dont vous parliez tout à l'heure. Pour tous les amateurs, aussi de jardinage, graines de jardin, au Jardin des Plantes, on disparaît aussi. Donc ensuite, si on tourne les pages, on s'interroge aussi sur l'école. Là, dans les milieux scolaires, notamment au milieu des syndicats d'enseignants, c'est vraiment la bouteille à l'an qui sont complètement déboussolés par cette reprise de l'école le 11 mai. Je me demande dans quelles conditions ce sera fait. Donc, le sujet qu'on pourra aborder tout à l'heure. Exactement. Avec un représentant qu'on aura en ligne. Représentant syndical. Détaillé. Nous avons un témoignage très intéressant d'une maman d'un jeune marin sur le Charles de Gaulle qui va rentrer chez lui. Et là, un très beau reportage, un beau portrait de Gilbert, qui a été le premier patient Covid-19 en réa au CHU de Rouen. Et il avait contracté la maladie sûrement en allant voir sa maman qui était dans un EHPAD. Sa maman a été hospitalisée, non pas en réa, mais elle a été aussi prise en charge au CHU. Donc ils ont passé plusieurs jours ensemble dans des chambres différentes au CHU. Ils sont tous les deux guéris. Ils nous racontent ce mois de mars-avril vraiment particulier pour tous les deux. Et c'est des visages heureux que vous voyez. C'est pas une photo d'archive. C'est vraiment une photo d'aujourd'hui. Ils sont sortis, ils sont rentrés chez eux, ils sont guéris et ils racontent comment ils ont été bien pris en charge par les équipes du CHU de Rouen. On est avec Marc Braun au téléphone. On nous repose d'ailleurs, Thierry et Anthony, à nouveau, comme on voit bien sûr que ça questionne énormément tous nos concitoyens de savoir si les vacances vont pouvoir se passer. Gîtes et meublés, location, même réponse. Même réponse. C'est idem. Et moi, sans tirer des plans sur la comète, mais je pense qu'il y aura des restrictions sur les vacances scolaires, sur la période juillet-août. Ça fait plusieurs jours que vous m'interrogez sur le sujet, il y a déjà une semaine, 15 jours, et je vous avais déjà apporté ce type de réponse, Sylvain, je pense qu'on aura des restrictions sur juillet-août, sur les mouvements de population, et justement pour éviter que des campings qui attirent des milliers de personnes sur la côte atlantique, sur le sud-est, c'est difficile d'imaginer qu'on revienne à la normale. Le docteur Burel en parlait aussi hier, le retour à la normale tel qu'on le conçoit, tel qu'on le connaît, il n'est pas imaginable, à mon avis, avant la fin de l'année 2020. Ce serait totalement illogique d'annuler tous les événements pouvant rassembler un grand nombre de personnes et de permettre à un grand nombre de personnes de se rassembler dans un camping. On nous parle des déchetteries aussi. On ne comprend pas pourquoi les déchetteries sont fermées.
les ordures ménagères sont traitées, les déchets verts aussi, les déchets papier. Après, c'est plus aussi par rapport aussi à des émanations dans l'atmosphère sur le traitement de ces déchets. Alors, Marc Braun, au téléphone, l'économie territoriale, l'économie régionale, les entreprises tout près de chez nous en Normandie. Quels sont les faits marquants pour vous aujourd'hui ? Bonjour à tous. Bonjour Marc. Alors, les faits marquants, c'est vrai qu'on a tous en tête cette échéance du 11 mai, mais j'ai interrogé des artisans du bâtiment qui, eux, depuis le 2 avril, ont une sorte de guide des préconisations sanitaires et des bonnes pratiques de chantier, sauf qu'elles ont énormément de mal à se mettre en place. C'est-à-dire que sur un chantier, me souffle un artisan, sur un chantier, on se prête des outils, on touche un pot de solvant, on change parfois dans le même bungalow, on porte parfois des charges lourdes à plusieurs. Donc la question se pose toujours de la reprise des chantiers. Ça devient de plus en plus catastrophique. Ça, ce sont ce que rapporte la CAPEM, la FFB notamment. Et sachant qu'il y a une pression du gouvernement sur la reprise des chantiers, il y a tout un tas de chantiers, de travaux publics et bâtiments qui sont en attente, mais sans masque, sans gants, c'est impossible en l'état. Donc ça commence à poser de sérieux problèmes en sachant que la priorité, ce sont les soignants. Et pour l'instant, les artisans ne sont pas encore dotés. Alors effectivement, il y a des voix qui s'élèvent en disant, j'ai interrogé un patron d'entreprise, Arnaud Daudruy, qui est à la tête d'une entreprise à Fécamp, qui fabrique des huiles végétales et des huiles de poisson, qui me dit que, et c'est accessoirement l'ancien président du MEDEF Normandie, et lui, il prend un peu le contre-pied. Il dit qu'il en va de la responsabilité aussi des cadres dirigeants d'innover, de remettre un petit peu à plat leur business plan et de réfléchir à la façon de s'organiser. Le gel, une bouteille d'eau et du savon, même sur un chantier, ça passe. On peut se changer à des endroits différents. Donc en fait, il en appelle à la créativité, à l'innovation, et il bouscule un petit peu aussi les chefs d'entreprise en leur disant que parfois, peut-être, sous la pression des salariés, ils ont peut-être cédé un petit peu trop vite à l'idée d'arrêter un chantier sans réfléchir vraiment, sans mettre tout à plat avec ses collaborateurs sur la façon de réfléchir à comment organiser un chantier. Alors, justement, Marc, au sein même de l'entreprise. Marc, on est dans un registre justement qui convient très bien à l'invité qu'on va recevoir maintenant. Et d'ailleurs, restez en ligne avec nous, Marc. On est avec Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas Bouzou, vous êtes là ? On n'a pas le son, mais le son va certainement arriver. Voilà, vous nous entendez ? Moi je vous entends. Hein. Eh bien, on vous entend aussi. Alors, Nicolas Bouzou, on vous voit régulièrement en ce moment sur les chaînes nationales. On vient vous demander votre avis. On est heureux que vous passiez par le plateau de Lignes Ouvertes sur PNTV. Je rappelle que vous êtes le directeur du cabinet d'analyse Asterès et puis vous êtes également directeur d'études. Bref, vous travaillez depuis longtemps sur justement l'analyse de notre société, son évolution. Il y a un mot que je vous ai souvent entendu prononcer ces dernières années quand vous faisiez des conférences, c'était le mot disruption. Vous nous expliquiez que notamment par le numérique, ça disruptait, peut-être vous direz de quoi il s'agit. Et là, j'ai envie de vous lancer avec la question suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que là, ça disrupte au maximum de ce qu'on pouvait imaginer ? Ah oui, ça je suis entièrement d'accord avec vous, mais en même temps, c'est ça la vie. Hein. Voilà, c'est des surprises qui sont bonnes, qui sont mauvaises, des moments faciles, des moments difficiles. Là, on traverse un moment qui est évidemment un moment très, très difficile. Rappelez-nous peut-être ce que vous appeliez disruption. C'est tout simplement le fait qu'on est dans une période qui, alors au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui, est une période de mutation technologique très, très importante, avec ce qu'on appelle les technologies de la troisième révolution industrielle. Alors, vous avez évoqué le numérique, et vous avez tout à fait raison, mais il n'y a pas que le numérique, il y a aussi les robots, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, et l'arrivée de ces technologies change les business models des entreprises, et ça change même dans une large mesure la façon de s'organiser dans nos sociétés. Donc c'est ça la disruption, c'est ce changement qui vient de l'extérieur, auquel on doit s'adapter, ou mieux d'ailleurs, qu'on peut essayer d'utiliser pour faire les choses mieux. Et pour faire le lien avec ce que l'on connaît aujourd'hui, il y a quand même, alors j'aime pas dire qu'il y a des opportunités en ce moment, parce que je vous le dis, je pense que la période qu'on traverse est très difficile et elle est très éprouvante pour la plus grande partie de nos concitoyens, mais néanmoins, on voit bien qu'on est en train d'utiliser
numérique comme jamais. Regardez ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis déjà venu sur votre plateau, j'étais venu vous voir. On n'avait pas utilisé Skype. Donc là, on utilise de nouveaux outils et on voit ça dans tout un tas de secteurs. Dans le secteur de l'éducation, moi, je trouve que ce qui se passe est vraiment passionnant et remarquable. Les enseignants font vraiment un travail formidable. L'essor des téléconsultations. Les téléconsultations, en ce moment, c'est 25% des consultations chez le médecin. Donc c'est absolument colossal. Et puis tout ce qu'on voit aussi dans l'entreprise, avec évidemment les visioconférences, le télétravail, quand c'est possible, c'est malheureusement pas possible pour beaucoup de gens, mais quand c'est possible, le télétravail. Donc vous voyez qu'il y a quand même des changements qui sont des changements intéressants et de ce point de vue-là assez positifs et qui vont laisser des traces, qui vont rester. C'est ça qui est important. Nicolas, je donne la priorité aux internautes qui nous suivent. On nous pose la question suivante, qu'on me charge de vous transmettre, je le fais. Quels sont, d'après vous, les secteurs qui vont s'en sortir le mieux possible et les secteurs qui vont, entre guillemets, pardonnez le terme, qui vont morfler? Alors, les secteurs qui souffrent le plus, on le voit déjà malheureusement, c'est évidemment tout ce qui est tourisme, tout ce qui est ce qu'on appelle le spectacle vivant, c'est-à-dire les salles de spectacle, le sport. On évoquait ça tout à l'heure, oui. Et voilà. Et ça, malheureusement, ça va pas rouvrir tout de suite. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'a pas de visibilité du tout sur ces secteurs. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement, et je soutiens ça, est en train de mettre en place des plans spécifiques de soutien à ces filières. Et puis après, donc vous avez en effet tout ce qu'on appelle l'économie distancielle. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc l'économie du numérique qui est en train de se développer très rapidement. Et là, il faut distinguer deux choses pour être un peu schématique. Mais c'est important de comprendre ça. Il faut distinguer ceux qui fournissent ces outils, comme les outils qu'on est en train d'utiliser en ce moment. Alors malheureusement, dans 95% des cas, ce n'est pas des outils européens, c'est des outils, alors on va mettre les pieds dans le plat, qui sont proposés par des entreprises comme Microsoft, c'est le cas de ce qu'on est en train de faire, mais par Apple, par Google, par les GAFAM en règle générale. Et donc ça, malheureusement, l'Union européenne, c'est pas faute de l'avoir dit, d'avoir prévenu, mais et pas là-dedans. Mais en revanche, dans tous les secteurs qui utilisent ces technologies, là, on voit qu'il y a vraiment un boom d'innovation qui est très intéressant. Je prenais le cas de l'éducation, mais je pourrais prendre le cas de la formation continue, des médias. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont passionnantes. Regardez, un média qui vous intéresse chez Paris-Normandie, celui de la presse écrite. Alors, je ne connais pas les chiffres de Paris-Normandie, et je suis sûr qu'ils sont absolument excellents, parce que c'est évidemment un média dans votre région que tout le monde a envie de lire et qui est un tiers de confiance dans cette période. Mais moi, je suis chroniqueur pour un média national qui est l'Express. Je peux vous dire, je ne peux malheureusement pas vous donner les chiffres, mais l'Express, qui avait connu une situation difficile, comme beaucoup de médias ces dernières années, les abonnements numériques sont en train d'exploser. Et d'ailleurs, je vous le dis au passage, c'est un clin d'œil amical que je vous fais, mais je pense que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la période que l'on connaît aujourd'hui est une période qui est très défavorable aux réseaux sociaux, qui deviennent de véritables poubelles pour certains, et qui est très favorable à la presse de qualité comme la vôtre, parce que les gens, ils sont très inquiets, c'est normal, et ils ont besoin d'être assurés et même réassurés. Et donc la presse de grande qualité, elle a un coût énorme à jouer en ce moment. Voilà. Alors Nicolas, je n'oublie pas Marc Braun, notre journaliste économique qui était toujours en ligne. Marc, est-ce que vous avez... Oui, j'ai une question à Nicolas Beauzou. J'ai une question, justement. Marc, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui. Alors, je me posais la question parce que, en fait, je reviens sur mon ancien président du MEDEF qui me parlait de relocalisation. On le voit notamment sur la production de masques où on a été complètement à la ramasse et on commence à se dire à travers le prisme des masques, bon sang, mais si on relocalisait et pas seulement dans ce domaine-là. Donc ma question, c'est est-ce que ce serait pas paradoxalement une forme de disruption que de relocaliser sur le territoire national? Bien sûr, Marc, je crois que vous avez tout à fait raison et je partage tout à fait ce que vous dites. Le sujet des relocalisations est très intéressant. Il coche en plus, très honnêtement, un peu toutes les cases, c'est-à-dire la case économique, la case industrielle, la case sociale, la case politique, la case environnementale. Donc on voit bien que c'est un très bon sujet, notamment dans certaines filières comme l'agroalimentaire ou la pharmacie. Pour vous donner un chiffre sur la pharmacie, l'antibiotique le plus diffusé au monde, la pénicilline, est produit à 90% sur le sol chinois. Donc il y a bien évidemment un sujet. Mais la relocalisation, il ne suffit pas d'être pour, ce qui est mon cas. Il faut savoir que ça a un coût pour le consommateur. C'est-à-dire que ce qui est produit en France, c'est nécessairement plus cher que ce qui est produit dans certains pays. Mais néanmoins, ce coût, on peut le maîtriser
grâce à la technologie, hein, et notamment grâce à ce qu'on appelle les usines 4.0. Il y en a en Normandie. Hein. Moi, j'étais au téléphone hier avec le maire d'une ville normande qui me disait mais en ce moment ça marche parce que nos usines elles ont beaucoup investi dans les robots, dans l'intelligence artificielle, dans l'imprimante 3D, et donc on est capable en ce moment de faire de la production à des coûts qui sont maîtrisés. Donc si on aide un peu les usines à investir dans toutes ces technos, on a un coût vraiment très intelligent à faire en matière de relocalisation. Alors justement, Nicolas Bouzou, vous répondez... Pas dans tous les domaines, hein. Je vous interromps simplement parce que vous répondez, Nicolas Bouzou, très bien, je vous en remercie, à une question qui nous était posée sur la relocalisation de la production française. Est-ce que vous pouvez nous faire des réponses courtes? Je sais que ce n'est pas facile, c'est des domaines complexes, mais pour satisfaire celles et ceux qui nous suivent, on nous pose... Voilà. Non, pas de souci. On nous pose la question de savoir, d'après vous, est-ce que, en quelques mots de compréhension, est-ce que tout ça est de nature à rebattre les cartes économiques entre les grandes régions du monde? Alors, très vaste question, mais 2-3 éléments de compréhension rapides. Je pense que c'est vraiment trop tôt pour le dire, mais je pense que non. Je pense qu'on voit très clairement qu'on a une domination de l'économie chinoise et de l'économie américaine, notamment pour tout ce qui est les technologies qu'on utilise en ce moment. Et donc je pense que cette crise, elle révèle plutôt des écarts qu'elle ne les corrige. Anthony. Concrètement, Nicolas Bouzou, l'Espagne est dans une mauvaise passe. Il y a eu des aides de l'État qui ont été promises et qui ne tomberont pas ou qui tomberont avec beaucoup de retard. La France, le gouvernement français fait aussi beaucoup de promesses d'aide et d'assistance. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans toutes ces promesses est-ce que l'État français, finalement, a les capacités de tenir les promesses qui ont été faites ? Oui, parce que nous finançons toutes ces mesures de soutien par du déficit public et par de l'endettement public. Donc c'est bien une dette qu'il faudra rembourser, mais je dirais que ce n'est pas le sujet du jour, ce sera le sujet de demain et d'après-demain. Je vous trouve un tout petit peu sévère quand vous parlez de promesses, parce que le chômage partiel, qui est un dispositif très puissant en France, hein, qui est le plus puissant d'Europe, avec ce qu'on a mis en place en Allemagne, le chômage partiel fonctionne. Vous avez quasiment 9 millions de salariés aujourd'hui en chômage partiel. Le fonds de soutien aux TPE, aux artisans en profession libérale, il a mis un peu de temps à se mettre en place. Moi, j'ai beaucoup poussé pour qu'il se mette en place plus rapidement, mais aujourd'hui, on voit que ça commence à fonctionner. Donc, on va quand même avoir 100 à 150 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires en plus pour protéger les Français et pour protéger les entreprises. Et c'est sans doute pas suffisant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bien concret. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce que les finances de l'État sont assez solides pour tenir sur encore un mois de confinement et des aides qui vont être nécessaires encore après, une fois que le confinement sera terminé? On parlait tout à l'heure du secteur du tourisme, par exemple. Il va falloir étaler ça sur la durée? Bien sûr, vous posez, la question que vous posez est en effet très, très, très juste. Tant que sur les marchés financiers, il y a des gens qui nous prêtent, des Chinois, des fonds qui viennent dans des pays émergents riches où il y a beaucoup d'épargne, comme les Émirats, tant que ces gens-là nous prêtent de l'argent pour financer nos déficits et nos dépenses, ça marche. Et puis il faut bien dire aussi qu'on est un peu aidé par la Banque Centrale Européenne qui indirectement prête de l'argent. Alors justement, Nicolas Bouzou, il y avait une question qui passait. Là, peut-on avoir confiance justement dans les capacités de réaction de la BCE, de la Banque Centrale Européenne? Oui, je trouve que les banques centrales dans le monde, hein, pas seulement la BCE, mais toutes les grandes banques centrales font un travail qui est formidable. Elles ont beaucoup appris des crises du XXe siècle. Et même mon sentiment général, c'est que dans cette situation économique incroyablement brutale, personne dans nos auditeurs et nos lecteurs n'a jamais connu quelque chose d'aussi brutal. Je trouve que globalement, les banques centrales et les gouvernements font un travail qui est à la hauteur de la crise. Ok, merci beaucoup Nicolas Bouzou, merci. Merci à vous. Merci de votre confiance. On vous avait promis d'être assez rapide puisque vous souhaitiez effectivement partir rapidement. Merci en tout cas d'être passé par le plateau de Lignes Ouvertes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et on va tout de suite établir la connexion avec le fondateur des Moho Talks. C'est intéressant, vous allez voir. C'est une initiative qui nous vient du côté de Caen. Et ce sont des personnalités qui viennent discourir, qui viennent expliquer leurs sentiments sur la situation. On va vous en parler tout de suite. Alors, il y avait d'autres questions qui se posaient. On nous posait aussi la question de savoir si la réduction, les grosses négociations à la baisse des services achats n'étaient pas à l'origine notamment d'une évasion de la production et qu'on ne sache plus faire grand-chose dans notre pays en matière industrielle. Voilà, il y a plein d'explications qui peuvent... Plein de choses. Je pense qu'il y a aussi pas mal de questions sur la dette qui peuvent se poser, enfin sur les dettes, puisque tous les pays aujourd'hui contractent des dettes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir remettre tous les compteurs à zéro? Enfin, je pense que le sujet
sujet avec Nicolas Bouzou aurait pu durer encore Oui, une ça heure pourrait et durer demie. longtemps. Il n'a fait que l'effleurer la question Ouais. des dettes. Oui. Il a dit que c'est pas la question d'aujourd'hui, c'est la question de demain et d'après-demain. Mais il faudra bien quand même se poser la question comment on va rembourser cette dette, parce qu'on parlait déjà de notre génération qui était déjà très endettée, la génération de nos enfants et de nos petits-enfants. Quelle situation économique on va leur laisser pour demain? Parce que globalement, l'argent qui tombe, l'argent ne tombe pas du ciel, il est emprunté sur des marchés. Donc à un moment donné, globalement, quand vous empruntez à votre banque de l'argent pour acheter un achat immobilier, une voiture ou une télévision, vous remboursez un jour. Donc à un moment donné, il faudra rembourser. Il faudra passer à la caisse. Alors, j'avais promis que nous prenions en ligne Arnaud Chéniaud avant 12h30 parce qu'il avait une contrainte. Vous êtes avec nous, Arnaud Chéniaud, bonjour. 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 Alors, à tous. j'étais un petit peu mystérieux dans la façon de vous lancer, là, juste avant qu'on vous, entre guillemets, récupère par Skype. Je disais, voilà, du côté de Caen, il y a un monsieur qui s'appelle Arnaud Chéniaud qui est cofondateur d'une structure qui s'appelle le MOHO, M-O-H-O, comme on le voit écrit sur l'écran, et qui a inventé les MOHO Talks. Racontez-nous, on a envie d'en savoir plus. Merci beaucoup pour pouvoir vous présenter à la fois ce que c'est MOHO et cette initiative. Juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a créé ces MOHO Talks, je vais juste revenir sur une courte présentation de MOHO. Alors, courte. Hyper courte, vous allez voir, c'est hyper courte. En fait, MOHO, c'est une structure qui est née du constat, et c'est très présent aujourd'hui avec le coronavirus, qu'on doit faire face collectivement à des challenges assez énormes aujourd'hui sur le climat, sur le politique, sur la démocratie. Et l'ambition, c'est de recréer et d'initier un nouveau d'idées dédié véritablement au positive impact, c'est-à-dire reprendre cette analogie du débarquement de 44 avec tous ces 150 000 jeunes qui sont venus de 12 pays pour faire cette fois une coalition mondiale qui va trouver des solutions à nos gros enjeux contemporains. Donc pour commencer, on crée, il y a deux grands thèmes, il y a l'inclusion numérique et la transition climatique. Donc c'est deux grands thèmes sur lesquels MOHO va créer cette coalition, et on le fait par un lieu qui va naître, qui est en cours de construction et qui va naître à la fin de l'année à Caen, qui est un lieu de 7500 m², par un programme global, un grand événement, par une communauté mondiale et par justement tout un ensemble de programmes à impact. Donc l'idée et c'est comme ça qu'on va créer ce qu'on appelle un collider. L'idée, c'est de rassembler des scientifiques, des sportifs, des artistes, des entrepreneurs, des citoyens pour pouvoir concrètement travailler sur ces grands projets. Alors, c'est MOHO Talks. Oui, pardon. Question bête, Arnaud Chéniaud, mais MOHO, ça signifie quoi? Alors, MOHO, c'est cette fine couche, quand vous prenez la Terre, en fait, c'est la fine couche terrestre qui, entre toute la partie magma, toute la partie terrestre un peu inconnue, et puis le ciel. C'est une fine couche de protection entre ces deux mondes-là. D'accord. Alors, on termine par les MOHO Talks. Ces rendez-vous que vous proposez, d'ailleurs, il y en a un demain. On recevra après-demain, d'ailleurs, vendredi, l'invité que vous avez demain, qui nous a beaucoup intéressé. Dites-nous. Ah, très bien. Alors, les MOHO Talks, dans tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on rejoue collectif. Et ce qu'on a eu comme idée, c'était de créer un cycle d'interventions qu'on a appelé donc les MOHO Talks. C'est soutenu, c'est fait avec des partenaires, Make Sense, Hello Tomorrow, Madines, School Lab, So Good également, qui est le nouveau média du groupe SoPress. Et en fait, on s'est dit, on va essayer de trouver dans des expériences qui sont extraordinaires, hors du commun, des inspirations qui vont nous permettre de jouer collectif. Alors demain, dites-nous qui vous recevez demain. Alors demain, on reçoit l'amiral François Dupont, qui est le commandant du sous-marin SNLE, donc au sous-marin nucléaire. Et il va nous expliquer la vie en sous-marin, mais surtout il va nous expliquer comment est-ce qu'on, dans ces séquences-là, on travaille sur le respect de soi, le respect de l'autre, et puis une nouvelle forme de hiérarchie. Souvent, on a une idée en fait de l'autorité militaire, et en fait, on s'aperçoit que dans ces lieux, c'est une forme de bienveillance nouvelle qui apparaît, et même d'entreprise libérée. Donc c'est très très intéressant, ne serait-ce que sur des logiques entrepreneuriales, puisqu'on va comprendre, on va pouvoir absorber certaines des meilleures pratiques de management qui sont liées à cette particularité du sous-marin pour nos entreprises. J'ai pas bien, excusez-moi, j'ai pas bien saisi, mais ces rencontres, on les voit où? Sur les réseaux sociaux? On les voit Oui, dites-nous comment on peut c'est participer. diffusé comment on participe? Ouais. Et est-ce que c'est juste est-ce qu'il y a un échange avec le public comme on le fait là avec Lignes Ouvertes? Oui, complètement. En fait, c'est un cycle. Il a été initié par Christian Clot il y a 2 semaines. Ensuite, il y a eu Gilles Boeuf, le biologiste. Demain, comme je l'ai dit, il y a l'amiral. Après-demain, la semaine prochaine, il y a Bertrand Piccard. Ensuite, donc il y a tout un cycle qui va durer jusqu'à la fin du confinement. Pour pouvoir y accéder,
Vous pouvez aller sur la page moo.co et vous allez voir à un moment, il y a un onglet Moo Talks. Vous allez dessus et vous pouvez vous inscrire, voir même les replays des anciennes interventions. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. On est là dans une question, vous m'aviez dit comment on s'abonne. Bon, on s'abonne pas, on suit. Vous pouvez vous abonner par la newsletter. La question c'était est-ce qu'on peut échanger avec l'invité quand vous l'avez. Oui. Ouais. Oui. Le format, c'est un format d'1 heure. On prépare, nous on a un certain nombre de préparations avec l'invité pour avoir une articulation du déroulé, et ensuite tous les participants ont la possibilité de poser leurs questions et moi je les pose. Donc c'est un peu comme ici. C'est la même chose que dans votre émission. Et Arnaud Chéniaud, regardez votre montre, il est 12h30, on devait finir à 12h30. À mon avis, vous êtes satisfait. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon événement pour demain et puis on aura plaisir, encore une fois, je le dis à tous nos amis qui nous suivent, vendredi midi, on sera avec l'amiral François Dupont, grâce à vous, Arnaud Chéniaud, j'ai plaisir à le dire, et ici sur le plateau et avec vous en direct, je pense l'amiral. On retrouvera tous les liens dans les commentaires. Absolument. Et oui, parce que le sous-marin, c'est par définition un lieu de confinement, évidemment. Complètement. Au revoir. Complètement. Merci, au revoir. Bonne journée. Voilà, et pendant ce temps-là, on accueille sur le plateau Thomas Dubois qui nous rejoint. Bonjour. Drago n'était pas là, il n'a pas fait disparaître Thierry. Non, mais Thierry Abillet a disparu, je ne sais pas pourquoi. Et puis Thomas est arrivé, je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai beaucoup de mal à reprendre mon souffle. Vous étiez où alors? J'étais à la préfecture. Jamais arrivé sur un plateau en cours. J'étais à la préfecture où justement le préfet et le président de région Hervé Morin étaient en train de détailler. Ils le sont toujours, mais je suis parti un peu avant la fin pour être parmi vous. Un petit mot peut-être où ils détaillent les mesures aujourd'hui, alors ce fonds de solidarité qui est mis au service plutôt des petites entreprises, artisans, commerçants, donc auxquels la région abonde, et la région va mettre en place elle aussi de son côté. Alors tout le détail sera retrouvé dans les pages de Paris Normandie demain, mais elle va abonder aussi avec ses propres dispositifs pour venir en aide tous ces petits artisans, commerçants qui sont en grande difficulté. Voilà. Et du coup, je suis revenu en courant. Voilà, reprends ton souffle. C'est bien la preuve que je ne fais pas de jogging pendant le confinement. Nous aurons le préfet demain. Excellent. Ce sera l'occasion aussi de lui poser des questions sur ce fonds, sur ce fonds de soutien. Demain, Pierre-André, donc c'est important, demain. Vous pourrez d'ailleurs questionner le préfet par notre système d'interaction en direct. Pierre-André Durand, le préfet de Seine-Maritime et le préfet de Région Normandie, sera avec nous. Merci, Anthony. Et puis, vous parliez, Thomas, petit commerce, vous parliez restaurant. On a Perico Légas, journaliste et critique gastronomique. Bonjour Perico, qui nous rejoint. Bonjour Sylvain. Bonjour, merci à vous. Alors, j'imagine que vous portez une certaine forme de tristesse, vous qui êtes le supporter de tous ces restaurateurs, de tous ces producteurs, de tous ces bons produits en Normandie ou ailleurs d'ailleurs. C'est quoi votre sentiment de tristesse actuellement ? C'est une épreuve comme jamais on en a vécu, et tellement inattendue à une époque de l'histoire où on se sentait protégé contre ce genre de fléau, et voir tout d'un coup notre civilisation s'arrêter de fonctionner dans ce qu'on a de plus cher, nos producteurs. L'agriculture continue à fonctionner, mais l'hôtellerie, la restauration, les auberges, vous n'imaginez pas à quel point, là je suis chez moi en Touraine, c'est une belle région, mais la Normandie me manque terriblement, et je pense à tous ces artisans, à tous ces aubergistes, ces petits restaurateurs à Rouen, ces bistrots, qui me disaient déjà, avec les gilets jaunes, avec les grèves, on a du mal, on n'est pas sûr de pouvoir finir le bilan tranquillement, et là-dessus tombe cette hécatombe, cette catastrophe qu'est le coronavirus. Jusqu'à il y a quelques jours, ils se disaient, on fait le dos rond, on fait le hérisson, on tient bon, les banques se comportent correctement, c'est un coup dur, mais fin avril, début mai, on pourra voir la fin du tunnel. Et là, apprendre qu'on prolonge le confinement, en tout cas l'interdiction de réouverture de ces lieux publics jusqu'au mois de juillet, je pense qu'il y a une certaine catégorie de restauration dans l'hôtellerie qui ne s'en remettra pas. Au niveau des producteurs, Perico Légas, on voit pas mal d'initiatives qui se mettent en place pour justement permettre d'écouler leur production. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette épreuve pourrait aussi permettre de rapprocher les consommateurs des producteurs ? Alors ça, c'est en un deuxième temps. D'abord, je pense à ceux qui vont rester sur le carreau, et ils vont être nombreux. Les producteurs, on continue à consommer. La grande distribution, une fois de plus, tire ses marrons du feu. Heureusement qu'elle est là, vous me direz. Mais bon, je vois des grandes surfaces qui essaient d'écouler des produits locaux. Oui, on est en train de tout repenser. Mais on est en train de tout repenser. Ça fait tellement longtemps qu'un certain nombre de Français étaient en train de dire « Est-ce qu'on peut réhabiliter le concept du circuit court, la proximité? Est-ce qu'on peut manger local, tenir compte de la saison ?»
Quand on est en Normandie, qu'on a un patrimoine agricole aussi prodigieux, avec une telle diversité, des réseaux de fonctionnement, de rapports entre les grossistes, entre les commerçants, on a de quoi tenir largement. Et il faut attendre une hécatombe comme le coronavirus pour comprendre qu'on avait à portée de la main la solution. Alors demain, les pouvoirs publics le disent bien, le président de la République le dit, rien ne sera plus comme avant. J'aimerais bien que ça ne sera pas que des mots. Oui, tout ce qui a été préconisé depuis tant d'années, et finalement les gens s'en fichent, on va en grande surface acheter des produits qui viennent de très loin parce qu'on veut payer pas cher. On va comprendre que tout cela a un coût, ça a une valeur, ce que l'agriculture normande produit, ce que l'artisanat normand produit de qualité. On va réduire nos quantités drastiquement. On n'est plus obligé d'acheter par 12, 24 ou 36. On achètera ce dont on aura besoin parce que l'agriculture normande française produira ce dont la France a besoin dans un réseau de proximité et avec des circuits courts. Voilà comment on va leur penser. Et les restaurateurs, évidemment, dès qu'ils rouvriront, ils feront appel à ces produits-là. La mondialisation alimentaire, elle est morte. Il n'y a pas que la mondialisation alimentaire, il y a la mondialisation touristique. Vous savez, les grandes croisières. Eh bien, les grandes croisières alimentaires où on transportait des millions, des milliards de tonnes d'aliments qui venaient de je ne sais où, d'autres continents avec un bilan carbone catastrophique, eh bien ça, il faut considérer que c'est terminé. On va consommer normand, on va consommer français, d'abord dans le département, Seine-Maritime, Eure, chacun son département. S'il n'y a pas dans le département, on va chercher dans la région. S'il n'y a pas dans la région, on va chercher dans la région voisine. Ensuite, dans le pays, éventuellement dans le reste de l'Europe. Est-ce qu'on peut repenser les choses telles qu'on les avait conçues dès le départ? Et je pense que ce sera une leçon qui nous permettra de repartir sur un bon départ. Alors, on rentre un peu, pour finir, Perico, dans votre intimité, là, en Touraine. Comment vous faites vos courses? Qu'est-ce que vous mangez? Vous avez peut-être des petits conseils à nous donner, vous qui êtes un gastronome. Un petit plat facile à faire. Un petit plat facile à faire. J'avais pas prévu le coup, mais ça fait longtemps que je cultive mais j'ai faim. Un petit potager, j'ai des poules. Donc, on découvre ce qu'est l'autarcie. C'est un cours d'histoire et de géographie, grandeur nature pour les enfants. J'ai autour de moi tout un réseau de producteurs, d'agriculteurs qui, et qui d'ailleurs s'organisent. Des gens qui ne vendaient pas en direct se mettent à vendre en direct. Ceux dont les marchés sont fermés viennent vendre directement dans le quartier ou à domicile. Eh bien, j'en profite, on est au printemps, on a la chance d'avoir une météo assez. Eh bien, en ce moment, il y a des asperges. Les asperges, oui. Les asperges. Et puis, bon, ça veut pas dire que les spécialités normandes me manquent, mais je retrouverai la crème et le beurre de Normandie quand ça sera terminé. Les asperges, tout simplement, eh bien, on les fait, on en trouve aussi en Normandie, il y en a de délicieuses. On les fait tout simplement bouillir, pas trop. On laisse les têtes hors de l'eau pour qu'elles cuisent un peu moins que le corps de l'asperge. Alors, on le rappelait, bien entendu. Et puis ensuite, on prend un petit peu de beurre, un petit peu de crème, un peu de poivre de sel, une goutte de citron. On fait cette petite sauce et on se régale simplement avec un produit de saison qui coûte pas cher et avec l'émotion qu'on a de partager des produits de nos terroirs dans une période de difficulté. On pense à ceux-là, on pense à ceux qui sont aujourd'hui peut-être confinés dans les villes, moins d'accès, mais il y a toujours une solution, même en grande surface, vous avez des produits, vous avez des légumes. Faites simple, faites frais, faites local et pensez que ça sera peut-être aujourd'hui la nouvelle méthode. Ce sont les nouvelles mœurs alimentaires, c'est ce que vous mettez en application dès aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Perico Légas. Merci. Et puis, je vais aller acheter des asperges. Merci, Perico. On se permettra de vous rappeler, on vous retrouve régulièrement dans les ouvertes. N'oubliez pas qu'il y a toujours du camembert, du camembert au lait cru. Pas fabriqué en Normandie, de Normandie. On est d'accord? Merci à vous, Perico. À très vite, dans les ouvertes. Au revoir. Messieurs, c'est pas évident de discuter avec Perico en direct à 12h30 parce qu'on a faim. On peut rester sur tout ce qui est nourriture, tout ça. Moi, oui, ça ne pose pas de problème. Moi, je commence à avoir un peu la salive qui est bien présente. Bon, bref. Alors, on avait eu du mal hier par connexion à avoir Philippe Manœuvre et comme on l'a tout de suite en ligne, on le prend tout de suite. Bonjour Philippe Manœuvre. Les lunettes sont revenues. J'ai oublié mes lunettes sur mon bureau. Bonjour Philippe Manœuvre. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Alors, est-ce que vous aimez les asperges, Philippe Manœuvre? Oui, bien sûr, j'en mange régulièrement. Si vous avez entendu, on était à l'instant, on terminait avec Perico Légas et qui nous faisait la petite recette des asperges, puisque c'est un plat de l'époque. Alors, on a sur le plateau Anthony Quindroy, journaliste, et puis on a Thomas Dubois. Thomas Dubois qui est le journaliste qui organise les lives de musique de longue date sur notre chaîne web. J'imagine, Thomas, que la rencontre avec Philippe Manœuvre, c'est toujours un immense plaisir pour vous. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. C'était pour la sortie d'un livre sur le rock. Oui. Exactement. Et là, on imagine que est-ce qu'il y a la discothèque du confinement aujourd'hui, la discothèque idéale du confinement? Je suis en train de travailler dessus, figurez-vous. Je suis en train d'écrire un nouveau livre sur les disques cultes. J'avais prévu de faire 100 disques cultes et puis en fait c'est tellement un sujet fabuleux que je suis parti pour en faire 200.
Je profite du confinement et si tout va bien, ça sortira en octobre prochain. Ça sera vraiment une nouvelle vision du rock avec vraiment beaucoup de choses fascinantes que je redécouvre un peu en ce moment. Moi, j'ai beaucoup de chance, hein. Je suis écrivain, donc j'écris, mais le monde du spectacle est très touché par toutes ces histoires de coronavirus. Ce matin, on a annoncé qu'on reportait le Stade de France, qu'on devait faire le 4 juillet avec Rockin' Mill. Donc, c'est dur, c'est difficile. Il y avait 1000 musiciens qui étaient prêts à jouer sur la pelouse du Stade de France, qui étaient en train de répéter les morceaux. Mais comme on fait venir l'infrastructure vient d'Italie, c'est très difficile en ce moment de prévoir quoi que ce soit pour l'été prochain. Vous avez une visibilité justement sur le report de cet événement? Comme vous le disiez, il y a des choses qui viennent de l'étranger. On sait que ça va être compliqué pendant les prochains mois de voyager, de faire venir du monde. Le stade a préféré reporter d'1 an. On le fera en 2021. On va annoncer la date très bientôt, hein. Il faut qu'ils mettent un peu tout ça au point parce que il y a beaucoup de groupes qui annulent leur tournée, qui devaient venir au Stade de France, Ed Sheeran notamment. Enfin, il se passe des choses en ce moment. Les anglo-saxons sont très frileux et on les comprend. Tous les gros festivals américains ont été annulés, donc ça va être un été. Là, les Francopholies ont annulé aussi hier, la Hellfest. Donc, mais que ce soit mon copain Bernard Mabille qui devait faire le Casino de Paris au mois de mai, ou Jean-Philippe Janssen, enfin tous les grosses têtes ont tous annulé leur tournée. Chantal Latsou, Jean-Philippe Janssen, Bernard Mabille. Moi, c'est le Stade de France ce matin qui va être reporté d'1 an. Mais bon, on fait des métiers fabuleux et on se dit c'est pas grave, on va y arriver, on va sortir de là. Il faut rester optimiste, il faut toucher du bois, et puis il faut profiter de cette parenthèse incroyable. Pour moi, le confinement, c'est synonyme de parler plus avec mes enfants, de discuter avec ma femme alors qu'on se voit en fait beaucoup moins que ça d'habitude. Elle travaille dans une maison de disques. Là, on est là, confinés, donc on a des grandes discussions, on lit des livres. Et puis, il y a Internet qui nous permet... si vous voulez apprendre à jouer de la guitare ou du piano en quelques heures, il y a des méthodes sur Internet absolument fabuleuses qui permettent de se dire tiens, voilà, j'avais toujours eu envie, j'ai une vieille guitare qui traîne à la maison, c'est le moment de m'y mettre, quoi. Il y a des tutorings. C'est enfin l'occasion de monter votre groupe finalement. Ouais, vous l'avez jamais fait? Je peux me mettre au triangle. J'en ai un avec 1000 musiciens qui viennent de voir repousser notre chômage technique. Là, c'est un peu triste. Aujourd'hui, on est un peu triste, mais bon, les gens ont le moral et on va répéter encore plus et je pense qu'ils connaîtront les morceaux absolument par cœur en 2021. On va faire une grande fête à tout casser avec des invités. On va faire quelque chose d'énorme, encore une fois de plus. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le Stade de France a décidé de mettre sur Internet, sur YouTube, le concert qu'on a fait le 29 juin dernier. Ah oui. Il n'avait jamais été montré, il a été filmé avec un grand luxe de caméras, de son, donc on va voir les 1038 musiciens du 29 juin dernier en action. Ça va être disponible dans les jours qui viennent sur Internet, on va pouvoir voir ça. Donc ça va être ça va nous donner un coup de boost parce que ça avait été une fête fabuleuse avec 51 000 spectateurs, le Stade de France rempli, on avait cassé la baraque et personne n'a jamais vu ces images. Donc ça va être l'occasion on va profiter de ça. Alors Philippe Manœuvre, pour terminer, parce que c'est toujours pareil, nous, vous savez bien dans l'image, vous avez été animateur de télévision, on gère de la seconde, comme on le dit toujours. Alors la playlist de Philippe Manœuvre du confiné, question un peu traditionnelle, mais alors le morceau du matin pour se réveiller, c'est quoi? Je vais vous montrer, c'est Motorhead. Voilà. Alors ça, disons, le réveil, ça y va. Voilà, dès le réveil, ça y va. Oui, vous parliez de la Hellfest tout à l'heure, on est dans le... Oui, bien sûr, moi je suis très métal, j'aime beaucoup, j'adorais Motorhead, c'est vraiment des gens formidables, disparus trop vite. Mais l'après-midi, j'écoute tout à fait autre chose. Souvent, j'écoute John Coltrane. Il y a un album qui s'appelle Love Supreme. J'ai redécouvert ça parce que c'est pas des disques qu'on écoute d'habitude. On est pris dans le monde qui va très très vite. Moi, j'écoute un peu de jazz l'après-midi, John Coltrane. Et le soir... le soir. Alors attendez, deux questions pour le soir. Le soir vers 20h et le soir vers minuit, 1h du matin. Mais on dort à minuit, 1h du matin, Sylvain.
le soir vers 20h, c'est les Rolling Stones. Ici, c'est la maison des Stones. Voilà, ça se voit derrière. Ah bah, on voit derrière, hein, on voit la langue de Mick Jagger derrière. Et le soir vers minuit, je vais pas vous pipoter, on regarde des séries avec ma femme, les enfants sont couchés. Qu'est-ce que vous regardez? Et on regarde des séries, on regarde Hunters avec Al Pacino, on regarde Le Bureau des légendes, on regarde Westworld, enfin on est des grands consommateurs de séries, et on se régale de toutes les séries qu'on n'avait pas eu le temps de regarder. Killing Eve aussi, il y a 3 saisons, c'est prodigieux. Je trouve que c'est vraiment la nouvelle écriture. Je vais pas tarder à regarder la série sur le rap français là, qui m'intéresse beaucoup, qui fait un Thomas, voilà, qui fait dernière question. Dernière question. C'est peut-être une question un peu perso, parce que finalement, avec tout ça, il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, ces derniers temps. C'est qu'il y a 50 ans, pile poil, les Beatles se séparaient. Et s'il y en a bien qui ont mis à profit le confinement, c'est eux, non, quand même, à Abbey Road. Bien sûr, ah bah oui, ah là là. Puis, alors moi, avec les Beatles, c'est le dimanche matin avec mes enfants. J'ai un vieux best-of des Beatles, les Beatles Greatest Hits, qui est un vieil album que j'avais acheté en Allemagne quand j'avais 14 ans, et mes enfants adorent ça. Mon fils est venu me dire, tu sais papa, faut que je te dise un truc, moi je préfère les Beatles. Et je le comprends très bien, et sa chanson préférée, c'est I Wanna Hold Your Hand. Il a 8 ans et c'est sûr que c'est une des chansons magnifiques qu'on peut écouter quand on a 8 ans. Ça marche toujours. Philippe Manœuvre, vous savez ce que j'aurais envie de conseiller à tous les Français qui sont en confinement, c'est d'avoir la possibilité chaque jour de se faire au moins 1 minute avec Philippe Manœuvre par Skype en direct. C'est bon pour le moral. Merci. Voilà, merci. Ciao, ciao. Et merci, vive Philippe. le rock'n'roll, évidemment. Keep rocking. Keep on rocking. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Et la série dont parle Philippe Manœuvre, c'est Validé. Voilà, je cherchais le titre. Bon, toujours un grand bonheur, Thomas, pour vous d'être avec Philippe. Toujours un plaisir, oui. Toujours un grand plaisir. Et puis, on établit pendant ce temps-là le contact avec Frédéric Borghino. Alors, je suis sûr que vous avez été étonné parce que quand je l'ai questionné sur sa playlist, qui est encore une fois la question facile, mais ça nous concerne tous, puisqu'on écoute certainement peut-être plus de musique à la maison quand on est confiné, vous avez vu que les disques sont sortis tout de suite. On avait l'impression qu'on avait préparé la séquence. Non, c'est ça, c'est Draco qui était à Manœuvre, non ? Eh bien, la séquence n'était pas préparée. Je pense qu'on est très prévisible aussi, peut-être, dans nos questions. Non, Philippe Manœuvre avait préparé ses disques parce qu'il sait très bien, quand il y a des interviews en ce moment, on lui pose fréquemment la question. Mais on a Frédéric Borghino en ligne. Frédéric, l'homme du web. Hello, Frédéric. Hello, bonjour, vous allez bien ? Ben oui, alors qu'est-ce que c'est que cet environnement derrière vous ? Frédéric, vous êtes où ? On m'a dit que vous étiez chez un caviste, mais alors je vois pas de bouteille. Tout à fait, elles sont pas encore là, mais avant je voulais vous poser une question, puisque vous me présentez comme l'homme du web, ce qui me gêne énormément. Ah bon ? Mais je voulais vous demander si vous connaissiez la signification du mot home, H-O-M-E, en langage web. Home, je sais pas, la première page d'un site internet, non ? Tout à fait, vous savez que depuis que vous faites votre émission, tous les jours à midi, mes collègues de la cellule web, on vous met en une de la home de Paris-Normandie. Ah, bon. Donc il y a votre photo, celle de Thierry Rabillet, d'Anthony, il me semble. Oui. Je ne sais pas s'il y a Thomas. Mais en fait, si vous connaissez un tel succès, c'est aussi grâce à un certain nombre de techniciens. Oui. Je pense qu'ils ont déjà dû reconnaître où j'étais. En fait, là, je suis dans les locaux de Paris-Normandie. Ah, mais oui, je reconnais les couloirs. Oui, on vous reconnaît. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Je pensais que vous étiez chez un caviste. Peut-être préciser qu'il n'y a pas de caviste à Paris-Normandie. Je voulais faire une surprise aux techniciens, les montrer. Voilà, ils sont là. Hop, on a Marie, Claudia et Adrien Pulby. Qui travaillent tous les jours ici en régie pour vous, pour nos internautes. Ah, c'est lui, Adrien. C'est lui, c'est vrai qu'on ne voit jamais. Je m'échappe un petit peu, et puis j'en profite pour vous montrer un petit peu les locaux de Paris-Normandie. Ah oui, on les connaît. Mais venez nous faire un petit bonjour sur le plateau. Venez nous faire un petit bonjour sur le plateau. Tenez, je ne sais pas si ça va marcher techniquement. Venez jusqu'à nous, Frédéric. Alors, en respectant les règles, en respectant la distanciation sociale. Hein. Voilà, vous avez passé de la régie au plateau. Mon son. Voilà, couper le son. Et comme ça, vous passez par la régie. On a l'impression d'être dans Inception. Là. Voilà, c'est Inception. On vous voit, Anthony. Voilà, le voilà qui rentre. Eh bien, vous voilà. Voilà, vous voyez, c'est nous. Oui, ça me rappelle le film Inception où on met les séquences dans les séquences.
C'est une mise en abîme, en fait. C'est une mise en abîme, voilà. C'est très perturbant. Je me cache. Alors, je ne sais pas si on peut vous voir, si la réalisation peut zoomer sur vous, Frédéric. Mais attention, respectez la distanciation sociale. C'était quoi cette histoire de caviste? J'ai pas compris la blague. Parce qu'on m'avait dit que Frédéric était chez un caviste aujourd'hui. C'était pour vous faire la surprise. Ah, ben voilà. Seul Sylvain Réchon était au courant. Voilà. Merci. Voilà, regardez Frédéric, on vous voit là. Voilà. Alors, je vous en prie, je vais vite. Si vous me laissez une minute, je voudrais présenter quelque chose. Alors, allez-y. Qui est vachement chouette. Voilà, écoutez, c'est l'occasion de vous dévoiler un petit peu les coulisses de la maison. Le voilà qui est reparti, mais je ne sais pas ce qu'il nous propose maintenant. Je cours. Vous savez que sur le site internet, on dans la vous chasse permet au de trésor, dire merci. C'est ça, il n'y a pas d'hélicoptère. Ah, vélo. De dire merci aux soignants. Eh bien, nous aussi, on reçoit vos merci. Et regardez ce bureau, en fait. Ouais. C'est la distribution et on affiche tous les messages que les abonnés de Paris-Normandie nous laissent. Et pas tous, parce qu'ils laissent aux porteurs surtout. Oui, enfin, c'est quelques-uns parmi. Quelques-uns. Quelques-uns, ouais. Mais sachez qu'on les garde et que ça nous fait plaisir tous les jours. Si Audrey Clié nous regarde, on sait qu'elle Très bien. Beaucoup, eh bien, écoutez, merci pour cette rédaction petite surprise, ce petit inattendu, Frédéric Borghino. Ben voilà, je vous en prie. Dernière chose avant de vous quitter. Dernière chose, pourquoi vous me dites que ça vous gêne quand je vous qualifie de l'homme du web? Parce qu'on est plusieurs au web. Ah, d'accord, c'est par modestie. C'est par modestie. Par modestie. Et vous aussi, vous êtes un homme du web. On est tous des hommes du web, et des femmes du web aussi. Merci Frédéric. À très bientôt. À très bientôt dans les ouvertes. Voilà. On vous passe quelques images. C'était hier après-midi. On est allé présenter la caméra et le micro à quelques personnes qui passaient pour savoir comment elles réagissaient par rapport à cette durée supplémentaire d'un mois de confinement jusqu'au 11 mai. Regardez, on se retrouve juste après avec un enseignant pour terminer l'émission. Et c'est important parce que de très nombreuses questions se posent sur la reprise des cours bientôt. Je trouve que c'est très osé, mais c'est très courageux d'avoir annoncé une date, parce que ça donne à tout le monde un espoir, ça donne un objectif, et sur le plan psychologique, c'est excellent. Et puis ça oblige à la fois la population, mais aussi les pouvoirs publics à s'organiser pour tenir la promesse du président. Parce que si la promesse n'est pas tenue, ça sera dramatique et insupportable sur le plan politique. L'annonce du 11 mai, ça vous paraît encore long, ou justement vous dites on en voit le bout? J'ai peur qu'il rallonge. J'ai peur que ce soit une fausse date. Ce que j'espère, c'est que le 11 mai, on va pouvoir être un petit peu déconfiné. Mais ce qu'il faudrait, c'est avoir des masques. Alors nous, on s'était préparé jusqu'au moins début mai, donc ça nous rajoute 15 jours de plus. On piétine et avec plaisir, et on s'attend de voir surtout ce que ça va donner et ce que ça va donner économiquement. Bah, vous savez, je me doutais. Je me doutais que c'était ça, que c'était 15 jours par 15 jours, mais c'était pas vrai. Non, c'est pas trop court, mais je pense pas que ce sera le 11 mai. Enfin, je pense que ce sera pareil, les écoles le 11 mai, moi j'y crois pas personnellement. Comment vous le vivez finalement, votre confinement? Je le vis raisonnablement. Il faut respecter les consignes. Si ça peut endiguer ce virus et surtout éviter la propagation. Et comment vous le vivez finalement, vous, personnellement, votre confinement? Pas très bien, parce que moi je suis quelqu'un qui a l'habitude de parler. Je me trouve plus ou moins isolée quand même, comme beaucoup de personnes, mais il faut le faire. C'est tout à fait normal. Mais non, ça va, franchement. Au début c'était compliqué, mais en fait on s'y est fait et on dépense moins d'argent. Ça c'est cool. C'est plus compliqué au niveau de la famille qui vit loin ou des trucs comme ça, mais après il faut ce qu'il faut et on fera comme on doit faire. Donc, voilà. Voilà, dans ce micro-trottoir, bien sûr, on évoquait à mots ouverts ces questionnements qui se posent sur la reprise éventuelle des cours de l'école, des écoles, collèges et lycées. Et justement, ça tombe bien, on est en ligne avec Pierre Viau. Pierre Viau, responsable représentant du 5A SMUPP FSU en Seine-Maritime. Pierre Viau, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Lignes Ouvertes. On a eu l'occasion d'en parler, c'est dans les colonnes de Paris-Normandie ce matin. Cette question de la rouverture potentielle des écoles le 11 mai, elle pose énormément de questions, y compris évidemment chez les enseignants. Beaucoup d'inquiétudes, voire de l'agacement, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, de l'inquiétude et de l'agacement, vous l'avez souligné. De l'agacement parce que les annonces du président de la République ont été complètement contradictoires et absurdes et illogiques, en faisant réouvrir les établissements scolaires, mais en continuant de fermer les restaurants, bars et toutes les actions culturelles qui pouvaient avoir lieu.
Et également beaucoup d'inquiétude dans ces propos, parce qu'on se demande dans quelles conditions sanitaires est-ce que cette rentrée va se dérouler. Alors Jean-Michel Blanquer a donné, Jean-Michel Blanquer a donné quelques garanties, non, hier, sur le fait que ce serait progressif, qu'il y aurait des aménagements. Est-ce que c'est de nature quand même à vous rassurer un peu plus ? Non, c'est pas de nature à nous rassurer, parce que ce soit progressif, c'est une chose, mais il faut toujours avoir en tête que les écoles primaires accueillent des élèves qui, pour certains d'entre eux, sont âgés de 3 ans. À 3 ans, il va être impossible de faire respecter des gestes barrières et de faire comprendre aux élèves qu'il ne faut pas mettre tel ou tel objet à la bouche, qu'il ne faut pas toucher tel ou tel camarade dans la cour. Jean-Michel Blanquer a insisté sur le civisme des élèves, mais ce message est culpabilisant pour les élèves parce que certains ne sont pas, de par leur âge, en mesure de le respecter, et on ne pourra pas les pointer du doigt par la suite en faisant croire que c'est à cause de cet incivisme que ça n'a pas fonctionné. Alors votre sentiment, quel est-il sur cette réouverture à marche forcée ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est pour préserver l'économie, parce que si on rouvre pas les écoles, finalement on peut pas redemander aux gens de retourner travailler ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est pour sauver la fin d'année scolaire ? Quel est votre état d'esprit sur cette question ? Je crois que vous l'avez souligné dans vos premiers propos. Oui, on a l'impression, on n'est pas dupe au SNUIPP-FSU, on n'est pas dupe sur les propos. Le président préfère privilégier les profits que la santé et l'éducation. C'est une certitude. On va être là pour faire de la garderie, pas pour sauver la fin d'année scolaire. On va être là pour faire de la garderie pour que les parents d'élèves puissent retourner travailler et ainsi pour sauver l'économie. C'est une logique de profit et non de santé. Est-ce que vous... Pardon Thomas, non, j'insiste. On a vu, il y a un hashtag là, qui circule depuis lundi soir sur 100 mois le 11 mai. Est-ce que effectivement il pourrait y avoir chez les enseignants un refus clairement de reprendre le chemin des classes le 11 mai, si cette date devait se confirmer évidemment ? Un droit de retrait, oui. Bien sûr, tant que les conditions sanitaires ne seront pas remplies, le SNUIPP, FSU et la FSU plus généralement accompagneront tous les collègues qui souhaiteront exercer leur droit de retrait. Est-ce que vous êtes en lien avec les associations de parents également ? Est-ce que vous avez des retours sur leurs inquiétudes ou peut-être sur leur enthousiasme du fait que les classes vont rouvrir ? Alors, pour le moment, le sujet est un peu chaud et encore brûlant, donc on va se mettre en relation effectivement avec de nombreux partenaires, mais pour le moment, pas encore. On a envie de penser effectivement que pour certains parents, c'est aussi vécu aujourd'hui comme un soulagement, cette idée que les enfants puissent retourner à l'école le 11 mai. Est-ce qu'il faut quand même pas tenir compte de ça aussi, selon vous ? Si vous voulez, le soulagement, il peut être partagé aussi du côté des enseignants, parce que nous, on n'attend qu'une chose, c'est de retrouver nos élèves également. Oui. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Mais dans quelles conditions sanitaires est-ce que ça va se faire ? La question, c'est ça. Si c'est uniquement pour permettre aux gens de retourner travailler, c'est pas possible. Si les conditions nécessaires sont présentes, qu'il y a des tests, qu'il y a des masques mis à disposition, que les gestes barrières peuvent réellement être respectés, alors oui, effectivement, on sera les premiers satisfaits de retrouver nos élèves. Mais on imagine que vous en doutez aujourd'hui, que ces conditions puissent être réunies ? On en doute, évidemment. Pour le premier degré, uniquement, l'école maternelle et élémentaire, on compte à peu près 330 000 enseignants pour plus de 6 500 000 élèves. Anthony, 6 500 000 élèves par jour avec un masque, quand on sait qu'actuellement des soignants n'en ont pas. C'est ça ce qui va se passer le 11 mai. Alors, juste un mot pour une petite question quand même sur la façon dont ça se déroule encore actuellement. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que tout est rentré dans l'ordre concernant l'enseignement à distance ? Non, tout ne peut pas rentrer dans l'ordre avec l'enseignement à distance. C'est Emmanuel Macron qui l'a souligné lui-même, il y a des inégalités sociales qui se créent. Alors, on est ravis qu'il en parle, mais c'est dommage qu'il ait fallu attendre le confinement pour qu'il aborde ce sujet-là. De par la disparité du territoire, les connexions Internet sont mal réparties dans notre département comme partout en France. Donc à partir de ce moment-là, avec le confinement, les inégalités sociales sont présentes et tout ne se passe pas bien dans l'enseignement à distance. Thomas ? Oui, simplement une dernière question. On a quand même manifestement l'impression que le rôle des enseignants quand même est aujourd'hui largement salué. Vous étiez une profession qui était particulièrement mobilisée avant l'arrivée de cette crise du coronavirus. Est-ce que vous attendez que aussi il y ait enfin quelque part les manifestations de reconnaissance que vous sollicitez depuis des mois, ce soit l'occasion enfin qu'elles soient entendues après cette crise ? Oui, et de toute évidence, c'est quelque chose qu'on espère depuis longtemps, bien avant cette crise. Encore une fois, on n'est pas dupes et on ne se satisfera pas de paroles, mais d'actes.
Merci Pierre Viaud. Merci Pierre Viaud. Pierre Viaud, je voudrais que nous vous remercions d'avoir patienté, parce que je sais qu'on vous a pris un petit peu plus tard que prévu, donc c'est sympa à vous. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'attente, ce qui nous a permis de vous avoir pile poil au moment où ça nous arrangeait. Mais merci d'avoir témoigné sur le plateau de Lignes Ouvertes. Au revoir Pierre Viaud. Merci à vous. Au revoir. Merci. Voilà. Messieurs, on termine par 2 encouragements qui nous sont communiqués, que je et que je vous communique à nouveau. On a Jean-Michel qui nous dit continuez ce genre d'émission avec ce petit niveau d'impertinence et d'esprit critique que vous avez. Très bien. Merci. Et Didier aussi qui nous dit merci à toutes les équipes de Paris-Normandie et en particulier aux porteurs qui m'amènent chaque matin mon journal. Et merci, oui, effectivement, à tous ceux qui font vivre le journal actuellement. J'avais une question pour Thomas c'est quoi, concernant les Beatles. C'est l'esprit Philippe Manœuvre. Non, mais je l'ai senti un peu. Non, parce que je remarquais hors antenne que Philippe Manœuvre n'avait pas tout à fait répondu à ma question. Qu'effectivement, les Beatles se sont séparés il y a 50 ans. Et ils ont quand même passé la deuxième partie de leur carrière confinée à Abbey Road avec les albums qu'on connaît. Et bon, j'espérais qu'il allait plus nous parler de ce sujet-là, mais c'est pas grave, on le réinvitera. Écoutez, on peut en parler maintenant, on a une petite heure devant nous. Thomas, allons-y. Alors, les Beatles, c'est Abbey Road. Écoutez, je suggère que, effectivement, débrouillez-vous avec Philippe Manœuvre pour qu'il soit chroniqueur de cette émission régulièrement. Merci à tous vos soutiens, merci à vous de nous retrouver régulièrement le midi entre 12 et 13h, du lundi au vendredi en direct. Et puis, encore une fois, je le répète, ce programme un peu innovant, on le fait ensemble. Vous participez, on restitue, on vous apporte de l'info, vous nous en apportez. Bref, c'est un travail en commun. Voilà, c'est peut-être un effet de la solidarité du moment. Qui sait? On termine, messieurs, en vous disant avec votre chanson. Ah non, Thomas. Non, la chanson. Ma chanson, c'est pour vendredi. C'est pour vendredi, ma chanson. Sûr, ça marche. Oui, j'ai promis à Nathalie. Et donc, merci. Au revoir, Thomas. À demain. Au revoir, à demain. Au revoir à vous toutes et tous. Et on se termine par une nouvelle petite pastille qui va terminer nos rendez-vous régulièrement. C'est la petite rubrique de Martin Torrent qui vous redonne des idées de regarder des films. Là, je crois qu'il nous parle de Ocean 11. Et juste restez chez vous. Et restez chez vous. Voilà. Ciao. À demain. Ocean's 11. Bonjour à tous, bienvenue dans la pastille ciné. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui nous a marqué, qui a marqué les esprits. Un film de braquage, ça s'appelle Ocean 11. Tu veux qu'on braque un casino? 3 casinos. C'est un film réalisé par Steven Soderbergh, diffusé en 2002, qui a vraiment marqué les esprits car il en a suivi une trilogie. Dans le film, on va faire la rencontre de Daniel Ocean, incarné par George Clooney, qui sort de prison. Le plan de George Clooney, braquer en même temps 3 casinos, le Bellagio, le Mirage et le Grand MGM. La sécurité des casinos est totalement imbattable, vous êtes vraiment malade. Exactement. Le casse consiste à braquer les casinos de Benedict. Toutes mes félicitations, vous êtes un homme mort. L'homme qui a volé une ex-femme de Daniel Ocean. Tu as sûrement une combine, Danny, c'est quoi? Tu prépares un casse, avoue-le. Tu es un voleur et un menteur. Je mentais quand je disais que je n'avais jamais volé. Il recrute aussi une dizaine de malfrats qui ont tous leur spécialité. Il vous faudra une équipe aussi dingue que vous l'êtes. Qui vous comptez prendre? On est toi et on se fait la malle. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Ils ont un plan plein de surprises, de rebondissements, de suspense. Vraiment un film à voir. Le vainqueur, c'est la banque. Ta seule chance, c'est la main parfaite, à condition de faire une belle mise. Et là, tu fais sauter la banque. T'as répété ce speech, avoue-le. Oui, un peu. Je me suis peut-être précipité. Non, t'as été génial. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rubrique ciné. N'hésitez pas à nous envoyer un message, nous dire quel film vous aimeriez voir dans les prochaines semaines. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt.